Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Chez les d'Orange, le large, c'est le format familial. Frères et sœurs sont tous tombés dedans quand ils étaient petits, pourrait-on dire. Dans ces extraits, je te propose de découvrir quelques passages de mon entretien avec Arnaud d'Orange, le papa de celle qui est devenue la plus jeune navigatrice à boucler un Vendée Globe, Violette d'Orange. Puis Violette, elle s'est essayée à d'autres sports. Alors, elle était très très compétitive. Elle s'est essayée au judo. Je crois qu'elle a fait un petit peu de danse. Au judo, elle était. On en parle encore. J'ai des parents d'enfants que je croise encore qui me disent c'était une terreur. Personne ne voulait passer avec elle parce qu'elle elle était super musclée dès toute petite. Et puis un jour, on lui a dit écoute, Violette, nous on emmène Charles et Rose à la voile. C'était à 35-40 minutes de route de Pont-l'Abbé. Et vous ne voyez pas l'emmener dans un autre sport et lui permettre de s'engager sur un autre sport. Donc, j'ai un peu imposé la voile, sachant qu'en fait, moi, je pensais qu'il était logique que quand on est au bord de la mer, quand on a cette chance inouïe de vivre au bord de la mer, il faut en profiter d'une certaine manière. Enfin, je ne pourrais pas imaginer vivre, avoir vécu à la montagne et ne pas avoir fait du ski, la rando, des raquettes ou d'escalade, quoi. Ou de l'alpinisme. Pour moi, il y a un tel territoire qui permet d'exploiter plein de sports que ça paraissait vraiment quasi obligatoire. Donc j'ai un petit peu imposé un sport nautique. En fait, il y en a eu deux dans la famille. Il y a eu le surf et la voile. Tout le monde s'est mis au surf et tout le monde en fait aujourd'hui. Et les enfants me disent, des fois, on avait un peu la flemme d'y aller, mais aujourd'hui, on se rend compte de la chance qu'on a dès qu'on s'est éloigné un petit peu de l'océan. Ça nous manquait et puis ils ont ça dans le sang maintenant. Ils sont ravis de continuer à surfer. Et c'était pareil pour la voile. Alors Violette, on lui a imposé un petit peu la voile toute petite. Comme elle devait avoir 6 ou 7 ans, elle était en optimiste, donc elle était toute seule sur son bateau, contrairement à son frère et sa sœur qui étaient sur des katas. Et puis c'était la seule fille du groupe, donc c'était pas forcément très très rigolo pour elle. En plus, c'est un peu. Au début, c'est pour un enfant de cet âge-là, c'est le CP, hein, c'est le moment où on apprend à lire, à écrire, s'occuper de son bateau, partir en mer, enfiler une combi froide, des fois pas sèche du mercredi. C'est vrai que par moment, on n'a pas. Oui, c'est un peu plus rébarbatif quand même. Hein. Ouais, on n'a pas forcément envie d'y aller. Puis, Mais mon mari a essayé de mettre nos filles en stage de voile, c'était un non catégorique au même âge, ouais. Et puis en fait, comme elle était déjà très, très compétitive, elle s'est un petit peu piquée au jeu et puis elle a commencé à gagner des régates. Et Ça elle lui a a gagné une. Alors elle n'a pas gagné, mais elle est arrivée première fille à la grande compétition qui s'appelle la CIE, qui était j'ai plus le terme en tête, mais là, je vais pas pouvoir vous aider en plus. désolé. Enfin, c'est la grande compétition internationale d'été d'optimistes qui avait lieu à La Rochelle. Et là, elle fait seconde sur presque une centaine de concurrents. Enfin, c'était une belle grosse compétition. Ah ouais. Et elle reçoit. On lui remet la coupe qui était l'ancienne coupe Petit Bateau sur lequel son nom est gravé. Il y avait le nom de gens aujourd'hui qui ont rayonné dans la voile. Je ne sais pas s'il n'y avait pas Loïc Perron. Enfin, c'était un truc fabuleux. Et la coupe était presque aussi grande qu'elle, quoi. Donc ça, c'était. Je pense que ça, c'était vraiment le déclencheur. On s'est dit, waouh, je peux faire des choses avec la voile, mais j'ai la possibilité de m'épanouir dans ce sport. Pourquoi pas de réussir ? Et je pense que ça a été le vrai déclencheur. Et
Ouais, voilà, j'avais qui lu ça, j'avais dit qu'elle n'était pas plus que ça, puis qu'elle a vu qu'elle gagnait, et elle là, la compétition, c'est vraiment ouais, ça qui l'a fait accrocher à la voile. Je me dis, ah oui, elle est quand même vachement compétitrice. Enfin, c'est vrai, quand on la voit comme ça, très calme, à raconter toutes ces petites histoires du quotidien de bord, etc. On perçoit pas cet esprit. Je dis, mais maintenant, si on dit que c'était de la Benjamine, elle faisait aussi la compétition avec les deux autres, là? Pour dire la petite dernière, mais attention, je ouais, compte. alors, c'était oui, 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 forcément, alors il y a son frère. Euh, alors, sa sœur a eu un beau parcours de voile. Elle a été sportive de haut niveau. Elle était vice-championne d'Europe. Enfin, Ah oui. elle fait des podiums au championnat de France. Et son frère, lui, était encore un cran au-dessus. En fait, à cette époque, il a été 3 fois champion du monde. Il a gagné 7 fois le championnat de France. En fait, il était imbattable sur son bateau. Il continue à Ok. régater. Là, aujourd'hui, ils sont en course sur une régate contre notamment un équipage français de la Coupe de l'América. Et Violette, ça, c'était vraiment son challenge de réussir à ramener autant de coupes que son frère. Donc, ça a toujours été Voilà. un peu la bagarre, mais sur des supports différents pour qu'il n'y ait pas réellement de compétition directe entre les deux. Et ils se sont toujours bien débrouillés. Et même en surf, Charles faisait du surf, Violette faisait du sup. Enfin, ils étaient sur des trajectoires légèrement parallèles pour Ouais. pouvoir être en compétition sans réellement s'affronter, en fait. Ouais, Et ouais. ça m'avait toujours fait rigoler. C'était toujours des choix tout petit peu à côté. Et Ah pareil, ouais. aujourd'hui, il y en a un qui fait la régate inshore sur des bateaux dérivés de la Coupe d'América. Et puis Violette, c'est de la course offshore autour du monde, quoi. Voilà, c'est deux parcours légèrement différents, mais avec la volonté, effectivement, de briller, d'être un petit peu en compète l'un et l'autre. Je ne sais plus à quel moment elle a dû monter sur son mât, mais quand ça tanguait quand même pas mal. Et on dit, alors là, quand tu as un mètre de 30 mètres, c'est un petit... Bon, quand tu es au sol, Mmh. l'oscillation, elle est comme ça, mais quand tu es en haut, l'amplitude est tout autre. Et Ouais, elle a dit qu'elle avait bien enfin, ça faisait rejeter sur ça ouais, tournait, ça cognait contre le mât, elle avait peur de se casser un bras ou quelque chose. Vous ouais. aviez vécu ça en direct ou en post-pesé? Ou alors Ouais, en ça a fait, été le bon, je vais monter non, sur le mât, et alors les deux parents à genoux en train de prier dans la cuisine en disant pourvu que ça se passe bien? Ou alors est-ce que vous l'avez su après? non, c'est un petit mélange de tout ça. En fait, j'apprends qu'elle a une avarie et qu'elle doit monter en haut du mât pour chercher sa drisse. Et il y a Damien Guidiou, son directeur technique et coéquipier sur les transats en double, qui connaît parfaitement le bateau. Il lui dit: tu y vas pas maintenant parce qu'il y a trop de mer et c'est trop dangereux. Et puis 1 heure après, elle le rappelle en disant non, j'y vais parce que sinon je vais passer 3 jours sans voile d'avant et du coup moi je peux pas perdre trop de terrain. La Et là compétitrice qui donc parle. Damien m'envoie un message et me dit bon bah elle part dans le mât, je te tiens au courant. Et en fait nous on avait calculé à peu près 3/4 d'heure sur la manœuvre. Moi j'en parle à personne. Je reste dans mon coin à Pas ruminer le stresser tout le truc. monde, ouais. Et puis en fait, on est 3 au courant. Il y a Damien, il y a la direction technique, direction de course, je veux dire, la DC, et puis moi. Et puis en fait, Damien échange avec la direction de course parce que au bout d'1 heure, on n'a pas de nouvelles. Et je pense que tout le monde était complètement paralysé parce qu'on peut rien faire en fait, hein. Mais Elle non. pouvait s'assommer dans le mât et pas redescendre. Enfin, c'était et puis, moi, à un moment, je vais dans un petit magasin à côté de chez moi acheter des tranches de jambon. Et puis j'étais complètement, je devais être tout blanc. Et puis le gars me parle un peu du vent des globes et je dis ah ouais. Et puis là, je reçois en fait un petit message sur WhatsApp. Ça y est, elle est arrivée. Et là, je me mets à fondre en larmes.
en magasin. Et le gars me Mais dit, Monsieur d'Orange, je vous les offre, vos tranches de jambon. Et puis je suis reparti, ouais, entre la C'est joie, les mignon. larmes et la délivrance avec mes tranches Ah de ouais. jambon. Mais c'était, ouais, non, ça c'était, je pense, le pire moment, effectivement, Ouais, du hein. Vendée. Il y en a eu d'autres qui étaient très, très durs. C'est la première, l'arrivée dans le Grand Sud. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 132. Et comme toujours, je te demande de faire un petit geste vraiment très simple qui fait une énorme différence pour le projet. Si ces extraits t'ont plu, n'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu. Pour les plus audacieux, cela m'aide énormément à transformer ce projet en forêt, puisque sur Storylific, on plante des arbres avec les oreilles. Toutes les informations sont sur storylific.com. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific pour que je puisse te tenir au courant de ce qu'il se trame dans les coulisses du podcast. Et si tu me laisses un avis sur ta plateforme d'écoute préférée pour cet épisode, je t'en remercie énormément. En tout cas, quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.